Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour les fans. Ce soir, moi, Mirko, je suis accompagné de Michael. Salut Michael. Salut. Et je suis également accompagné de Sam. Salut Sam. Salut. Alors, on aimerait faire une petite dédicace à nos deux co-animateurs qui ce soir malheureusement ne sont pas présents. Alors, le premier, Alex, malheureusement, il est malade. Donc, Alex, si tu nous écoutes, on te souhaite un prompt rétablissement. Et puis, Sylvain, si tu nous écoutes, ben viens, on t'attend, puisque jusqu'à maintenant, tu n'as malheureusement pas pu participer à ces épisodes, donc on se réjouit déjà que tu viennes, voilà, embellir le podcast de ta présence. Donc, Sylvain, à la prochaine. Voilà, messieurs, ce soir, au résumé de cet épisode 4, donc on va faire un débriefing du match qui a eu lieu vendredi, le 20 octobre, donc contre le Stade Lyonnais à la Maladière. Et puis, on avait prévu en fait un autre programme, mais on a changé un petit peu quand on a vu que c'était la Week of the Referee, donc la semaine de l'arbitrage. Et puis, on a décidé de faire un petit débat comme ça autour de l'arbitrage dans le football de manière générale. Et puis, c'est aussi avec beaucoup de fierté qu'on ouvre ce soir notre rubrique Histoire de Xamax, où Sam va nous parler du fondateur du FC Xamax. Voilà, messieurs, donc, ce vendredi 20 octobre à 19h30, Neuchâtel Xamax recevait le Stade Lyonnais à la Maladière. Voilà, ce match s'est achevé sur le score de 1-1. Alors, je vais quand même peut-être commencer par vous lire quelques réactions sur les réseaux sociaux. J'ai posé la question, un peu les sentiments des gens après ce match, et puis je vais vous lire comme ça quelques réactions en vrac. Alors, on a Victor qui nous dit « Ouais, très frustrant, on se fait voler le match par l'arbitre et nous avons beaucoup d'occasions. » On a Ilan qui nous dit arbitrage honteux, manque d'efficacité criant. On a Joël qui nous dit frustration, tellement d'occasions ratées. On a Béatrice qui nous dit arbitrage de M. Elle a pas fini son mot, mais je pense que nous voyons tous ce qu'elle voulait dire. Et puis on a un certain M. Il a pas signé plus. Il a dit en paix avec moi-même, sans frustration. Entre parenthèses, Horis Berger démission. Alors je crois que ça, un certain M, mais voilà, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas plus. Du coup. Ouais, je crois que je le connais. Mais... Ok. Donc voilà les réactions. Alors vous, c'était quoi votre réaction un peu à l'issue de ce match qui s'est achevé sur le score de 1 partout, hein, je crois pas que je l'ai dit. Non, mais c'est vrai que c'est une donnée importante. Ouais, bah en fait, je pense que c'est un peu le mot, hein, la frustration, mais on le développera tout au long de ce débriefing, mais pour pour d'autres raisons que d'habitude. C'est-à-dire que là, on peut quand même vraiment pas remettre en cause vraiment pas remettre en cause le fait qu'on ait eu vraiment des occasions cette fois. Mais il y a eu effectivement un grand manque d'efficacité, c'est-à-dire en deuxième mi-temps, on a énormément tiré, pas forcément toujours des frappes cadrées, mais il y a aussi eu des énormes occasions qui n'ont pas été converties. Donc ça ajoute. Donc ça forcément, ça crée de la frustration, plus que dans un match où on manque juste cruellement de tranchants et on se crée rien. Donc finalement, c'est une frustration, mais que j'accueille presque positivement, même si bon, effectivement, c'est quand même 2 points de perdus. Et puis également, l'arbitrage qui a fait parler de lui, pas forcément dans un sens où il aurait, réellement influencé le score. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à redire par rapport à ça, notamment par rapport à la protection des joueurs. Ça, je pense qu'on le développera un peu, mais ouais, je pense que le mot frustration était assez attendu et décrit assez bien le sentiment des gens avec cette notion du nombre d'occasions manquées, ce qui n'était pas forcément le cas à tous nos matchs. Et cette fois, on s'est créé des occasions, mais on les a pas mises au fond. C'est clair. Disons que on va dire qu'ils ont bien fait de demander aux joueurs et au public d'applaudir l'arbitre avant le match, parce que à mon avis, s'il l'avait fait après le match, il n'y aurait pas eu beaucoup d'applaudissements. Mais je pense que ça aurait été 1 minute de sifflet. C'est ça, discontinue. Sam, t'étais au match? Ouais, exactement. Bah, j'étais pas loin de On s'est vu. Sylvain. Ouais.
Ouais, bah, frustration, bah, je crois que c'est le mot qu'on peut souligner pour ce match, hein, pour diverses raisons. C'est un match qui m'a fait beaucoup penser au match aller à Nyon, même s'il y a eu d'autres faits qui ont été faits et que c'était encore plus frustrant sur la fin. Niveau occasion, bah, on en a eu, mais je crois qu'on a toujours ce souci devant les buts. J'espère que c'est quelque chose qu'ils vont vite remettre au clair, parce que ça fait quand même quoi, 8 matchs, 6 matchs, on a pu gagner, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Ouais, ça fait un bon moment. Ouais, la dernière victoire remonte à août contre Toon. Sauf erreur, ça devait être la 5e journée. Quelque chose comme Bah, ça, Ouais, il me ou semble. c'est sixième le journée. 7e Ouais. de suite en championnat, donc ça fait 8 avec IB, oui. Ouais. Mais en Donc, championnat, ça fait quand même 7 journées hein, sans victoire. 4 nuls, 3 défaites. pour la confiance, c'est pas top pour les joueurs, surtout. On commence à le ressentir de chez eux. Et nous aussi, ça fait un peu repenser à la saison dernière où il n'y a plus rien qui allait. Puis enfin, j'espère qu'on partira pas dans cette direction parce que ça fait un peu peur. Mais il y a quand même une amélioration dans le jeu qui fait que je pense qu'on va se relever. Non, c'est clair. Moi, j'avais une attente principale, en fait, au-delà d'un résultat, d'une victoire. Hein. C'est clair que moi, j'attendais une victoire sur ce match. Elle est pas venue, mais voilà. J'attendais quand même que l'équipe produise un petit peu plus de jeu Je suis d'accord. Ouais. pendant tout le match. Ouais. Alors, ça l'a pas été pendant tout le match. On a quand même les similitudes qu'on peut dresser avec le match contre Toon quand même, c'est que l'équipe a joué, on va dire, avec le frein à main pendant une mi-temps. C'était déjà un peu le cas à Toon. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se dire qu'il faut chaque fois essayer de marquer des buts et de ramener un résultat sur 45 minutes. Un match dure 90 minutes et puis on attend peut-être un petit peu plus de constance, mais de constance vers le pont, vers les bonnes performances, pas de constance vers le bas de la part de l'équipe. Alors bon, contrairement au match à Toon, on a égalisé en première mi-temps, en toute fin de première mi-temps. Donc la comparaison, elle s'arrête là. Mais Mhm. on aurait pu s'attendre à avoir une équipe qui rentre le couteau entre les dents en deuxième mi-temps. Ça a été le cas. Enfin, on va dire que le couteau a été entre les dents, mais ils l'ont pas planté dans l'adversaire quand ils auraient pu le faire. Et puis tu mentionnais avant, Michael, il y a eu des gros ratés. Alors c'est vrai qu'au stade, c'était pas forcément flagrant, mais on a pris l'habitude maintenant, vos podcasteurs préférés, de souvent regarder encore un peu une partie du match ou la totalité du match, mais une partie du match après coup pour voir d'un autre Moi, angle les je, choses. Et puis moi, il je y me a eu suis fait des occasions. Ouais. Moi, je me suis fait toute la deuxième mi-temps en x2 pour vérifier quelques trucs, surtout sur l'entrée de Bakayoko. Mais je te laisse continuer. Ouais. C'est vrai Ouais. on aime bien quand même revoir un peu. C'est ça. Disons que si on veut vous construire une analyse un peu poussée et sérieuse, il faut des fois sortir de l'émotionnel quand on est au stade. On vit le match complètement différemment au stade, surtout à la Maladière avec l'ambiance. Et Dieu sait s'il y avait un peu d'ambiance mais, ce vendredi, mais pour les raisons qu'on évoquera après. Donc voilà, une équipe, enfin finalement deux équipes qui rentrent sur le terrain avec assez peu d'ambition. Il y a eu peu de choses à se mettre sous la dent durant les 20, voire les 30 premières minutes. Il y a eu quelques éclairs comme ça, un peu de surdé, mais enfin voilà, c'est 25 premières minutes, on va dire qu'elles étaient assez pauvres en termes de jeu. Et puis là, on a eu plusieurs scènes. Moi, je les qualifie vraiment un peu de foot de récré, quoi. Des scènes surréalistes où Guivarch relance, court, on lui remet le ballon, et puis les joueurs nyonnais pressent nos défenseurs centraux, mais pressent pas Guivarch. Et puis voilà, on a l'impression il y a 3-4 minutes qui se sont passées comme ça de la première mi-temps où Guivarch avait le ballon dans les pieds, et puis il savait pas quoi en faire. Enfin, je sais pas comment vous avez vécu ça, vous, mais ces scènes un peu surréalistes. Messieurs? Ouais, j'ai, j'ai le même sentiment que toi. C'est souvent des petites relances, les défenseurs qui sont pressés par l'adversaire et il sait pas quoi faire du ballon en fait. Qui l'oblige à balancer et puis ça mène pas à grand chose ensuite. Ouais, et puis Mais pas de schéma de reconstruction. Alors on a vu des schémas Ouais. sur corner offensif. Hein, on a eu 2-3 corners qui ont été ouais, jetés de manière un peu différente, et puis on sent que ça a été bossé à l'entraînement. Mais sortir de ce pressing qui était plus un pressing finalement de zone. Les deux joueurs se mettaient à l'angle des 16 mètres, ils restaient à proximité de Ahirovic côté gauche et puis Epito côté droite pour les empêcher de reconstruire rapidement et d'avoir des zones de passe faciles.
Et puis, Fakic, il redescendait moins que d'habitude rechercher ses ballons. Donc, ce qui fait qu'on se retrouvait à court de construction parce que Nsakala et Atekame proposaient pas forcément des options non plus derrière les attaquants, des relances courtes par-dessus. Donc, finalement, ça aboutissait souvent soit à des relances courtes et puis on relançait vraiment le jeu à deux à l'heure. Donc, pour surprendre l'adversaire, c'est compliqué. Ou alors, ça aboutissait à des relances longues et puis Rap, bah voilà, il a pas pu faire grand chose en première mi-temps. Quand il a Ouais. dévié le ballon, ça a pas donné grand chose. Donc voilà, quelques séquences un peu bizarres, on va dire défensivement. On sentait une équipe quand même un peu empruntée. En même temps, ils voulaient pas prendre de risques et puis s'exposer à des buts de gag ou des occasions franches créées à partir de rien. Mais du coup, c'était presque ennuyé en fait par moment. On avait envie de les bousculer. D'ailleurs, le public commençait un peu à les bousculer. Quoi, on entendait des jouer en avant un peu partout dans le stade. Oui, ben, c'est-à-dire qu'en face, Nyon, un peu à l'image de ce qu'ils ont fait lors du premier match et de ce qu'ils font de manière générale, sans forcément partir sur un pressing, disons des plus risqués en allant prendre à la gorge, il cadrait plutôt bien en bloquant les espaces et on s'est retrouvé un petit peu sans solution par moment. Hein. C'était quand même vraiment compliqué de développer quoi que ce soit. Même si, même si, bon, en 20 minutes, il y a quand même, après 20 minutes, malgré ça, il y a quand même largement de quoi mener quand même à 0. Je rappelle Mhm. quand même l'action à la 19e avec une superbe ouverture de Del Toro pour Pour Rapp qui, effectivement, bon, on va dire manque une action de buteur, quoi. C'est vrai que c'est une situation dans laquelle on l'imagine plutôt à l'aise. Il se rate, voilà, ce bah, il tire sera. sur Omer Agic en fait. Ouais, Donc ouais, moi sur cette action, après déjà sur le direct, puis en la revoyant après à la télé, je me dis mais là il est Let's droitier, go. ok, mais il ouvre le pied gauche, il met un plat du pied gauche juste à côté de Meraïch et puis c'est Keane quoi, c'est but. Il y avait Mm. même, je sais pas quel joueur, c'est un peu projeté sur le côté, il aurait même pu il y avait décaler sur encore. D, il y avait Ouais, sur c'est D, ça, mais là, ça demandait quand même une passe un peu millimétré. plus. Ouais, ça demandait une jolie passe, mais même en fait, le choix du pied droit en croisant en force, il me semble qu'il est capable de le faire aussi. Voilà, on n'est pas, c'est pas une question de prendre à partie un joueur qui en plus a joué que 45 minutes, mais c'est effectivement malgré ces difficultés qu'on a eu peut-être parfois à la relance ou en tout cas pour relancer ou en tout cas pour trouver des passes très intéressantes parce que du coup on s'est retrouvé à faire des relances parfois peut-être un peu frileuses. Mhm. Malgré ça, on a quand même une énorme occasion après 19 minutes avec un bon travail de Del Toro et une finition qui a pas qui a pas permis du coup d'ouvrir le score. Donc ça commence à partir de là, on va dire les petits soucis qui cette fois sont moins dans la construction, mais vraiment plus dans la concrétisation des actions. Clairement. Mm. Et puis on a aussi vécu avec de nouveau encore avec les éclairs de Franck Surdé. C'est lui qui met une merveille de passe de l'extérieur que Rap Ouais, n'arrive pas à conclure. Enfin non, je crois que c'est Omer Agic non, non, qui ou un défenseur lyonnais qui fait un arrêt. Hein. Mais voilà, c'est aussi lui qui fait cette passe. ah, on parle pas de l'action Non, on parle pas de d'avant. l'action du Ouais, but. ok. Il y a une action avant où, oui, en fait, il reçoit le ballon dans sa zone habituelle. Tout le monde s'attend à ce qu'il rentre sur son pied droit et puis soit il tire ou voilà. Et en fait, il fait un extérieur du pied droit, j'ai envie de dire à la Modric. Hmm, Et puis ça surprend la défense. La défense ne s'attend pas à ça. Et puis il faut un bel arrêt enfin une ouais. belle intervention d'Omeragic qui met le ballon en corner. Et puis ensuite, il y a l'action effectivement de l'égalisation où là aussi c'est lui qui, avec Il la passe complicité à. de Nsakala, mais c'est lui qui fait son accélération, qui prend le dessus sur ses défenseurs. Ils étaient deux à peu près à le suivre là. Et puis qui adresse une merveille de passe à Del Toro qui a plus qu'à se jeter pour propulser le ballon. Ouais, bah, c'est Mm. une incursion dans les 16 mètres qu'il a aussi faite un peu en deuxième mi-temps, même si la passe ensuite était un peu moins bonne. J'ai deux fois en tête. Mais oui, dans ce registre-là, c'est vrai qu'il était très à l'aise quand même sur des. Ouais. Et puis entre deux, du coup, il y a eu un peu ce coup du sort, on peut l'appeler comme ça, parce que en fait,
Offensivement, Nyon, ils avaient eu quelques occasions, des tirs, une tête Ouais, qui ouais. n'était pas extrêmement dangereuse, mais on n'avait pas, enfin, ils n'avaient pas frôlé l'ouverture du score. Et puis, en fait, sur leur première grosse occasion et seule grosse occasion de la première mi-temps, ben voilà, sur un centre, Corée se retrouve en très très bonne position et puis il est accroché avant de décrocher sa frappe par Epito. Je crois que Alors, c'était sur le moment, Gomis, c'était Gomis? il me Ok. semble. Bah bref, c'est Il me pas, semble que c'était Ben Gomis, voilà, ouais. enfin un l'attaquant des deux lyonnais, buteurs. il est accroché. Alors sur le direct, personne n'a compris. Ouais, Moi, je dois effectivement. avouer que j'ai regardé sur le live d'Arc Info et puis il mentionnait une faute de main. J'ai dit ok, bon pourquoi pas. Si effectivement si Epito il touche le ballon du bras puis que ça dévie Ouais, mais je la l'avais pas trajectoire du vu et ballon. ça aurait provoqué un carton rouge en plus. Mais ouais. Ouais. Même Ouais, donc là, involontaire, ça aurait a priori provoqué un rouge. Mais, ouais, mais oui, ça je aurait l'avais pu. pas. C'est vrai que même depuis derrière les buts, on voyait, on comprenait pas ce qui se passait, pourquoi il y avait penalty. Et c'est à un moment donné que j'ai vu l'arbitre qui disait aux joueurs le geste Ah, du il le tirage de retient. maillot, puis c'est là Ouais. que Ouais, j'ai ouais. compris la Non, photo. après sur le replay, c'était indiscutable, hein. C'était penalty indiscutable. Il y avait pas photo pour moi. Ouais. Alors ben dans le déroulement du match, c'est sévère pour nous parce qu'à ce moment-là, Nyon s'était pas montré extrêmement dangereux, mais en même temps, on sentait qu'ils étaient venus aussi comme ça pour profiter ils allaient pas dominer de la première à la dernière minute, ils allaient profiter de leur petit temps fort. Ils en ont eu un en première mi-temps et ils ont marqué pendant ce temps fort-là. Encore un double regret puisque sur la frappe de Corée, cette fois j'en suis sûr, eh bien Guy Varch touche le ballon mais il n'a pas la main assez solide sur une frappe qui était quand même Ouais. de très bonne qualité, même si alors elle était en termes de force, elle était de bonne qualité, elle n'était pas extrêmement bien cadrée, mais ça a fini au fond et puis à ce Bah, moment-là, le public était à deux doigts d'hurler de joie, mais bah ouais c'est ça. effectivement, Non, le public a hurlé de joie et puis ça a duré une demi-seconde. Après, c'est rentré. Ouais, du coup, à ce moment-là, on se dit mince quoi. Encore un de ces matchs où on a des occasions, on a une assez bonne période, on concrétise pas, et puis notre adversaire pratiquement à sa première occasion, enfin à sa première grosse occasion, il conclut et puis on est reparti pour un match où on va courir après le score et on va pas y arriver. Mm. Donc finalement, il arrive cette belle accélération sur D, cette égalisation. L'équipe rentre voilà au vestiaire avec un moral tout neuf. Moi, j'ai observé l'attitude de Del Toro quand il est revenu en passant dans le tunnel. Il a harangué les supporters comme ça. On va se Ouais. dire bah voilà, c'est un petit tournant. L'équipe va revenir en deuxième mi-temps de manière plus conquérante. Alors il n'y avait pas de raison d'attaquer tête baissée non plus. On jouait pas notre saison sur ce match. Mais on s'est créé des occasions et puis il a manqué ce petit quelque chose à la finition. Et puis quand la finition était bonne, bah il y a eu un défenseur Nené qui a sauvé sur la ligne. Un très beau geste défensif d'ailleurs. Donc ouais, alors du coup à la mi-temps, il se sont passé plusieurs choses qu'on a appris un peu après coup. La première, c'est que Simone Rapp s'était blessé à la cheville, donc changement forcé, on va dire pour Uli Forte, et c'est Bakayoko qui relaye Simone Rapp. Et puis le deuxième un peu fait de la mi-temps, on l'a appris après coup en lisant la presse, c'est que Uli Forte et puis Christophe Cassini se sont échangés pas mal de noms d'oiseaux durant toute la mi-temps entre les vestiaires. C'était assez compliqué, il y a eu des antécédents sur le premier match, il y avait des éléments qui dataient même de la saison dernière alors que les deux équipes ne jouaient même pas dans la même ligue. Donc voilà, c'était un peu chaud bouillant entre les coachs. Et Mm. puis, voilà, Bakayoko entre, et puis, ben, il n'y a pas à dire, quoi. Quand l'équipe joue avec Rapp en pointe ou avec Bakayoko en pointe, le style de jeu, il change un peu. Donc, je voulais vous entendre, messieurs, un peu sur l'entrée de Bakayoko. Ouais, alors, bah oui, en fait, son entrée, moi, à la base, j'avais pas compris que c'était une blessure. Je pensais que c'était un choix tactique parce que c'est de toute façon le choix tactique que j'attendais de faire rentrer Bakayoko. Pour être tout à fait Ouais, moi honnête, aussi. Ouais. j'attendais, d'Uli Forte après avoir vu cette mi-temps, de faire entrer Bakayoko parce que, disons, Rapp, là où il a dû assurer, ne l'a pas fait et puis dans le jeu, il a pas le même impact. Donc, en fait, pour moi, c'était un choix tactique anodin. Et Ouais, effectivement, ça a apporté ses fruits tout de suite. En fait, il a apporté clairement une nouvelle dynamique à l'équipe. Il a été, très facilement trouvé. Il faisait de très bons appels de balles. des Bon, bons contrôles. des bons Mm. Ouais. contrôles. En fait, c'est ça. C'est aussi, il y a ça. Parce que, en fait, il était bon aussi dans le pressing et il amenait
ses coéquipiers avec lui dans le pressing. En revoyant le replay, je le vois aussi, on le voit souvent communiquer aussi avec les joueurs. Donc, mais ça, c'est des choses qu'on connaît, mais qui sont quand même toujours importantes, même si c'est des choses qu'on a déjà dit plusieurs fois. Mais Et puis, un il fait registre un où je pressing l'attendais. intelligent, en fait. Oui, c'est C'est ça, ça en qui est fait. remarquable. Et Et de mieux en mieux, parce que des fois, on le voyait souvent, on le voyait des fois courir un peu tête baissée, peut-être la saison dernière. C'est de moins en moins le cas, et je pense que c'est une force motrice aussi pour faire venir ses coéquipiers qui ont envie de le faire avec lui. Et en fait, ouais, il y a aussi ce registre où je l'attendais peut-être un peu moins, c'est dans la qualité technique, en fait, parce qu'il y a eu quelques ratés, mais dans ses remises, dans ses contrôles, mais généralement, c'était très bon. S'il était dos au but, il était à disposition pour remettre. S'il était face au jeu, il était aussi capable de faire des bonnes passes. Ouais, c'est Il y a ça. Il a cette fait. excellente passe décisive. En fait, c'est pas une stat, mais je le dis, c'est une passe décisive qui fait donc à Del Toro, qui malheureusement rate un peu l'immanquable. Ouais, c'est ça. On va dire que Au Danilo, bout il lui a enlevé une passe décisive. On va dire que Ouais, c'est comme ça. voilà, mais oui, c'est ça. Mais en gros, c'est pas dans les stats, mais c'est une passe décisive qu'il faudrait pas oublier. Il y a ça, il y a aussi à un moment donné, il est au milieu de terrain, il fait une transversale pour passer du côté de sur D, je crois. Je m'étais dit, Ouais, il nous habitue pas à faire ça, mais voilà, en fait, il y a ce genre de choses, mais généralement, surtout, il joue simple. C'est plutôt être là pour être en remise de haut jeu. Et dans ce compartiment-là, il a été très pertinent. Voilà, il s'est pas forcément créé énormément d'occasions. Il y en a 2 où il a une reprise de volée pas forcément simple à faire, qui rate complètement, mais qui est pas non plus une immense action, quoi. Et une tête qui manque, mais c'est pas non plus la tête la plus simple à mettre aussi, qui va sur Non. le gardien. Donc il se crée Non. pas énormément, mais par contre il a aidé à fluidifier le jeu, notamment parce que techniquement il était clairement au niveau. Et en fait, c'est trop tôt pour commencer à critiquer Rap, etc. Donc moi je veux pas, c'est absolument pas une question de prendre un joueur à partie, de commencer à tout de suite tout mettre à la poubelle. Mais c'est vrai que si Rap, là où on l'attend le plus, parce qu'on sait qu'il va peut-être moins participer au jeu, qu'il est là pour un jeu en pivot de tête, mais qu'on n'est peut-être pas aussi dans les bonnes dispositions pour en profiter. Tu l'as dit en première mi-temps. Quand il touchait le ballon, après on peut pas lui en vouloir s'il y a pas grand monde pour en profiter. Donc on sait que son profil c'est pas le plus utile pour nous dans le jeu. Il participe pas, c'est clairement pas les mêmes mouvements, c'est pas du tout le même type d'attaquant que Bakayoko. Mais sa plus-value devrait être dans le fait presque un peu cliché, mais enfin dans le fait d'être un buteur qui quand on a besoin, quand on l'attend, quand c'est son moment, est capable de mettre ses ballons. Et c'est vrai que pour le moment, il a un peu échoué là-dedans, même aussi contre Baden où il en rate une assez grosse à la fin pour égaliser. En fait, si avec Bakayoko, il y a un point positif dans le jeu et que les atouts de Rap ne sont pour le moment pas démontrés, c'est compliqué. C'est logique de pour le moment s'attendre à avoir Bakayoko et c'est totalement dans cet esprit-là que je m'attendais à ce qu'il rentre à la mi-temps. Finalement, ça a peut-être pas 100% été un choix tactique, mais forcé, mais c'était un choix logique. Et c'est ça en fait. C'est s'il est moins impactant dans le jeu, ce qui se comprend, ça commence à faire un peu mal si là où on l'attend le plus quand c'est son moment, il y arrive pas quoi. Mais c'est encore tôt évidemment pour c'est encore jeter la tôt. pierre. Le club n'a d'ailleurs encore rien communiqué concernant Simone Rapp. On ne sait pas si son entour c'était bénigne et qu'il sera rétabli pour Sion ou est-ce qu'il va de nouveau manquer quelques matchs. On n'en sait rien. C'est vrai que on pourrait une fois consacrer un sujet entier à ça parce que c'est extrêmement intéressant. Mais dans un dispositif en 4-2-3 comme le pratique Uli Forte, mais comme le pratiquait aussi Michel Descastel pendant de longues années avec notre équipe. Le choix de l'attaquant de pointe, il est extrêmement important. On l'avait vu à l'époque quand l'équipe jouait avec Carlen en pointe ou avec Nuzzolo, le style de jeu, le profil de jeu n'était pas exactement la même chose. Et dans une moindre mesure, on retrouve un petit peu aussi ça avec Simone Rapp, avec
Soumaïla Bakayoko et puis Angelo Campos quand il a eu du temps de jeu à ce poste-là. Ils ont pas les mêmes qualités, ils ont pas le même profil de jeu et puis l'équipe du coup ne joue pas de la même manière. Et puis on a effectivement l'impression que dans le style de jeu, mais aussi les valeurs que prône Uli Forte, eh bien c'est avec Soumaïla Bakayoko en pointe que l'équipe se retrouve le plus actuellement. Ouais, c'est pas, et c'est pas étonnant du coup. On comprend aussi pourquoi. C'était son choix numéro un, même au début de saison. Rapp s'est vite blessé. Il y avait Campos, mais l'objectif c'était aussi de lui laisser un peu le temps. Et on comprend mieux aussi pourquoi Forte lui fait confiance. Alors il a parfois des soucis techniques, mais dans un match comme celui-ci, je pense quand même qu'on a, même ceux qui ont pu beaucoup le critiquer, souvent à raison, mais des fois de manière pas toujours fondée. Je pense que là, on est tous d'accord pour se dire que sur un match comme celui-là, c'est le jour et la nuit, quoi. Ce qu'on a vu, et la bonne dynamique en deuxième mi-temps, en sachant que c'est le seul changement à la mi-temps, on peut quand même beaucoup lui donner du crédit. Oui, je pense qu'il mérite beaucoup de crédit sur cette bonne entrée parce que finalement il manquait que la concrétisation, hein. À ce moment-là, on a beaucoup débattu, notamment dans le débriefing du premier tour lors de notre premier épisode sur le manque d'occasion que se créait l'équipe. Ouais, mais c'était Ça a été le cas en première mi-temps à Thun aussi, mais là, hier soir, il y en a en première mi-temps, mais surtout en deuxième mi-temps, il y a des occasions. Et puis c'est maintenant, ça. il faut travailler un peu la conclusion, quoi. J'ai même pas envie de dire qu'il faut régler la mire, mais c'est à peu près ça. Quoi dire Ouais, encore sur ce match? Moi, je voulais aussi ouvrir une petite parenthèse sur l'entrée de Salim Ben Seguir parce que il a aussi bénéficié de pas mal de temps de jeu, un petit peu moins que Bakayoko, mais finalement, il a relayé Aliou assez tôt dans le match. Aliou qui, à mon avis, a frôlé à un moment un deuxième carton jaune. ouais. Qui aurait été synonyme d'expulsion et puis Forte a préféré aussi le sortir pour le calmer. Je pense qu'il a eu raison au vu des événements qui ont suivi. Ah Mais oui. voilà, il aurait pu en fait à ce moment-là faire rentrer Fabio Saiz comme il l'avait fait rentrer à Thun dans ce rôle un peu axial mais un peu plus avancé. Il aurait pu faire rentrer Sébastien Moulin hein, aussi dans ce profil-là, mais il a choisi de faire rentrer Ben Seguir qui jusqu'à présent n'avait joué pratiquement que sur le côté gauche. Hein. Vous me corrigez messieurs si je me trompe, mais Il a fait des Non, entrées c'est sur le côté, juste. ouais. ouais, il Non, a fait c'est des entrées juste. sur le côté. Et puis, il a eu suffisamment de temps de jeu pour qu'on puisse un petit peu parler de lui sur ce match. Sam, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Ben Seguir? Ah bah, je le trouve plutôt pas mal, techniquement, vitesse, il a la vision du jeu. Et j'ai pas trouvé beaucoup de défauts à son sujet. Je trouve il a un talent à venir. Je pense que c'est quand même une très belle pioche qu'on a eue de la part de Marseille pour près de cette saison. Hmm. On voit que lors de ses premières entrées, quand même, il était totalement en manque de repères avec l'équipe, mais c'est normal. T'arrives en toute fin de mercato, mais vraiment en toute Ouais, fin de mercato, tu fais pas la Ouais. préparation, t'es présenté comme un ex-grand espoir du football français, mais qui atterrit quand même dans le dernier du dernier championnat de Challenge League. Donc on s'attendait, on l'avait dit, hein, d'ailleurs, on s'attendait pas forcément à grand chose de sa part. Et puis, Mhm. on le voit un petit peu dans les, comment ce que les joueurs publient sur les réseaux sociaux, que il semble bien s'intégrer au groupe. Et Mhm. puis là, il commence gentiment, mais sûrement à construire un petit peu de beaux automatismes. Je m'avance peut-être un peu, mais je pense on n'est pas forcément très éloigné d'une première titularisation pour un futur match, Michael, je sais Ouais, pas ce que tu en penses. c'est une option, c'est une vraie option, oui, parce que bah en fait, ces premières entrées, il y a forcément un manque de repères, mais du coup, ça se traduisait par, disons, des choses quand même intéressantes, mais qui se faisaient plus sur le plan individuel. Mais là, sur son entrée de vendredi soir, je l'ai trouvé vraiment ouais, bien intégré au collectif, c'est-à-dire qu'il faisait aussi tous les efforts qu'il fallait dans le pressing. Il suivait Bakayoko, c'est-à-dire que c'est en phase défensive, c'est un 4-4-2 avec notre numéro 10 qui monte et qui suit l'attaquant pour déclencher le pressing.
Dans ce registre-là, il a vraiment pas été, enfin, il a été généreux, oui, il a été généreux dans les efforts. Et c'est vrai que c'est un joueur qui a une bonne qualité technique, une bonne vivacité, qui est, qui est plutôt agile, voilà, qui est capable je dirais, apporter peut-être un peu. Alors dans la créativité, on sait pas encore ce qu'il va proposer sur tout ce qui est les passes, les décalages à trouver, etc. Mais je pense que c'est un bon joueur pour déséquilibrer quand même. C'est Ouais. un joueur qui est capable d'apporter un peu d'imprévisibilité dans notre jeu. Je pense que ça va être Et aussi Dieu sait qu'on en a une besoin option. par moment. Ouais. Et je pense que ça pourra être une bonne option pour la suite. Non, moi, je trouve que c'est positif, hein, c'est clair, son entrée. Ça a contribué à garder un peu le cap et à continuer ce jeu vers l'avant, d'essayer de mettre tout ce qu'on a. Parce que là, pour le coup, on peut pas reprocher l'équipe d'avoir vraiment tout tenté, quoi, hein, c'est clair. Mhm. Et il s'est clairement inscrit là-dedans, en fait. Son entrée, elle a fait du bien pour continuer à pousser, à faire des courses vers l'avant, à faire les passes vers l'avant. Ouais, je pense que c'est un joueur Peut qui nous peut faire être du vraiment bien. intéressant, qui pourra devenir une option. Ça sera maintenant à Oli Forte de faire ses choix, mais Non, c'est clair. ouais, moi Il, ça me choquerait pas. il a été trouvé dans des zones intéressantes, hein. Parfois, c'est ça aussi quand on attaque, c'est de pouvoir trouver les joueurs entre les milieux axiaux et la défense. C'est là qu'on arrive à créer le danger. Et Ouais. puis, il a été trouvé parfois dans ces intervalles-là. Et puis, il a été capable de faire quelque chose avec le ballon. Moi, je pense que même il s'est retrouvé à une ou deux occasions, peut-être dans une position où il aurait pu frapper, à l'angle des 16 Ouais. mètres et autres. Donc, voilà, c'est prometteur. Je demande à en voir plus et pourquoi pas parfois en début de match. Ouais, le duo qu'il a formé avec Bakayoko, enfin voilà, je demande à en voir un petit peu plus. Mais je pense Mais qu'il aura sa c'est chance, hein, dans ce ouais, championnat. Il aura sa chance et je pense même qu'il va nous en planter deux, trois. Alors, il aura ouais, sa c'est chance à un vrai. moment ou l'autre. Aliou, c'est quand même Aliou, Fatkic, Shamrich, c'est quand même, on va dire trois de nos joueurs qui sont le plus régulièrement avertis. Mhm. Donc, il y aura des suspensions de gauche, de droite. Et puis, à mon avis, si Aliou est suspendu prochainement, je vois assez bien Uli Forte faire confiance à Ben Seguir comme Tout à fait. titulaire. Mais c'est vrai qu'il Ouais. il pourra peut-être, c'est moins dans ce registre qu'on l'a vu, il pourra peut-être essayer de tenter un peu plus, même si je pense que pour le moment, il s'applique surtout à s'intégrer dans un collectif. Mhm. Mais ouais, je pense qu'on n'a pas non, il est pas encore, qu'on n'a pas encore tout vu de ce joueur, ouais. Puisqu'il peut encore, disons, lorsqu'il sera, on va dire, pleinement intégré, peut-être que ça sera aussi un joueur qui essaye un peu plus. Mhm. Et c'est vrai que là-dessus, je demande vraiment à voir, ouais. Ouais, ouais, on a quand même quelques bons techniciens dans cette équipe. Donc, Tout à fait. on a en tout cas un contingent qui nous permettrait de faire des résultats de temps en temps. Ça, c'est une évidence. L'homme du match pour vous, côté Xamax, hein, évidemment. Je Je dirais vais, ouais. Nsekala pour moi. J'ai trouvé. Ouais, Nsekala. Ouais, il a toujours été, il a continué à être généreux dans ses courses. Je Ouais. vais, ouais, pour changer, je vais dire l'autre joueur de son côté sur D parce que bah il y a sa passe décisive et puis en fait c'est un mouvement qu'il a été capable de faire à plusieurs reprises. Cette entrée dans l'axe, comme Mhm. je disais avant, Mhm. ça a apporté du déséquilibre à l'équipe et je pense que de toute façon on en a besoin et voilà, je dirais qu'il a fait un très bon match, en plus récompensé par une statistique, mais ouais, c'était quand même, c'était pas mal, je dirais lui, ouais. Ouais, En moi plus, j'ai il a joué choisi tout le Franck match. sur D aussi. C'est vrai qu'en lisant la presse avant le match, ben sur D quand même il avait été convoqué avec les M21, puis contrairement à Atekame, il avait beaucoup plus joué. Donc Forte avait laissé entendre que peut-être il allait faire tourner. Il l'a pas fait. Ça veut dire que Franck était en état physique de faire le match. Et puis après, ben voilà, sur D, c'est vrai j'ai pas regardé les stats de début de saison, mais il est quand même fréquemment sorti, on va dire, entre la 65 et la 75e.
Alors, Ouais. est-ce que vraiment à chaque fois il était fatigué et puis il fallait le remplacer? Est-ce que c'était sa demande à lui? Est-ce qu'on veut encore le préserver? Est-ce que c'est aussi quelque part pour donner du temps de jeu quand même conséquent aux autres joueurs? Je pense qu'il essaye Mais aussi, Forte, de renouveler un maximum pendant un match ses offensifs, parce qu'il leur demande quand même pas mal d'efforts, aussi sur les Ouais. retours défensifs. Même si des fois, c'est vrai que si le joueur est apte à continuer, bien sûr c'est compliqué parce que il faut le ouais, sentir. C'est pas le joueur qui va te dire oui je veux sortir en général, ça questionne quand même mais ses choix. ça peut quand même aussi apporter du, disons ça peut, si c'est pas nécessaire et si à moins que le joueur soit vraiment cramé, faire ce changement en espérant juste apporter un peu plus de fraîcheur, ça peut aussi avoir des conséquences pas toujours positives, parce qu'on a vu que les remplaçants ne sont pas tous, n'ont pas tous montré pour le moment le potentiel d'être Des une vraie titulaires solution réguliers. poste pour poste titulaire où tu perds pas de qualité. Mhm. Je dis pas que certains ne vont pas le devenir, mais en tout cas voilà pour le moment c'est un fait. Donc, si on fait complètement tourner notre ligne d'attaque, je dirais qu'on s'affaiblit globalement. Donc, faut voir. On n'est pas, voilà, on est ni dans la tête des joueurs, ni du coach, ni rien. Mais je sais pas trop ça. Ouais, je pense que c'est pour essayer de renouveler un peu sa ligne d'attaque. Euh, Peut-être que sur D aussi tient pas les 90 minutes, je pense pas, mais Faut voir, ouais. c'est une discussion avec le coach, hein, parce que de toute façon ils savent très bien, parce que le coach sait très bien aussi euh, qu'ils ont un gros travail physique à fournir, parce qu'il y a aussi les retours défensifs, etc. Mhm. Et ouais, un coach aura tendance à vouloir mettre quelqu'un à 100%, même pour une fin de match, même si c'est pas le joueur du moment, quoi, on va dire. Ouais, bah, sur ce match, je me suis dit, bah tiens, Forte, il laisse la porte ouverte à ce que Franck soit pas titulaire. Et puis, on aurait pu se dire, bah voilà, il l'aurait pris en fait comme joker, il le faisait rentrer dans la dernière demi-heure. Moi, ouais, je me suis dit, bah voilà, si on fait rentrer un joueur avec les qualités actuelles que montre sur dans la dernière demi-heure, ça aurait pu être ce petit plus qui déstabilisait encore plus l'équipe parce que bah, nos grosses occasions dans la deuxième mi-temps, elles ont eu lieu principalement jusqu'à la 70e minute. Ensuite, ça a été un petit peu plus compliqué. On a fait un peu le siège, mais il n'y a pas eu de grosses occasions dans les 20 dernières minutes. Donc voilà, est-ce qu'un Franck sur D aurait pu être encore plus décisif, mais bon, décisif, il l'a été quand même. Hein. Il a fait cette passe décisive et puis c'est très souvent de son pied à lui qui est venu le danger. Donc Ouais. voilà, une nouvelle belle performance et il justifie à mon avis totalement ses sélections en équipe M21. Ouais, bah, il a joué quoi à 80 minutes, c'est ça, un truc comme ça Ouais, il hier. a joué 80 minutes en Arménie, ouais, après avoir joué à peu près la même chose contre le Monténégro Non pile mais une semaine avant. ouais. Et puis là, je crois qu'il est, je sais plus quand il est sorti. Ah, Ouais, j'ai pas je regardé dirais les aussi à stats, peu près mais 80e. C'est vrai que sur les 10 dernières, euh, ouais, on a surtout, on a, en fait, on a des opportunités qui sont pas toujours qui sont pas forcément cadrées, mais ouais, on n'a pas forcément été archi dangereux, c'est vrai. ouais. Alors sur D, il est sorti à la 79e, ouais. Ok, ok. Ouais, c'est vrai. C'est Autier qui l'a relayé. Autier qu'on a d'ailleurs très peu vu, hein, quand même. Ouais. C'est vrai. Il a joué que 10 minutes, ok, mais il a joué des briefs de match et on l'a eu plus vu que ça. Oui, ouais. Voilà. Ouais. Du coup, bah, on a quand même beaucoup entendu parler de l'arbitrage. Alors, on va développer après dans un sens plus général sur notre deuxième sujet, mais on va quand même conclure le sujet du match entre Xamax et le Stade Lyonnais, de parler de la performance de l'arbitre du soir. C'était Monsieur Horisberger. Alors, on en a un peu discuté tous ensemble et puis on arrivait un petit peu à la même conclusion. Bah, je sais pas, tu veux la présenter un peu notre conclusion, Michael, par rapport au comportement, on va dire, de Monsieur Risberger pendant ce match. Oui, parce que en fait, je pense qu'on s'est à peu près tous mis d'accord sur le fait que on va pas dire, on va pas imputer à l'arbitre la finalité de ce match. C'est pas, ça se joue pas à une décision, disons de pure interprétation ou de lecture du jeu qui serait mal faite, qui nous coûte la victoire ou quoi. C'est plus un, donc c'est pas, c'est donc c'est vraiment pas, on sera pas là pour se plaindre de l'arbitrage en disant qu'on aurait gagné sans
telle ou telle erreur. C'est plus quelque chose de global sur toute la prestation du match en fait, parce que moi il y a un truc qui m'a marqué, c'est que on a tout de suite vu Nyon rentrer dans son match avec cette intention de jouer ultra rugueux, et en fait je trouvais que c'était super prometteur le début de match parce qu'en fait l'arbitre au bout de 5 minutes, enfin avant la 10e, met un jaune déjà à Nyon, Mhm. un joueur de Nyon. Et ça veut dire ça va pas passer ces trucs-là, les gars. Je te mets un jaune vite. Il y a déjà eu une faute avant. J'ai dit on arrête. Là, je te mets jaune tout de suite. Et Ouais, ça c'est veut Foulé vraiment. qui a pris un carton jaune, ouais. Ouais. Et donc Ouais. ça, à ce moment-là, parce que au bout de 8 minutes, on commence déjà à se dire punaise, mais c'est une équipe qui va jouer très très rugueux. À ce moment-là, je vois ça, je me dis tout de suite, ah bah ça normalement ça calme quoi, parce que tu as Ouais, tout de suite l'arbitre qui, mais en fait c'est une question aussi de cohérence. Il est pas resté cohérent sur cette idée d'être sévère, parce que en fait ça a continué pendant tout le match d'être cette façon juste même pour moi, c'est même pas être oui sévère parce que quand tu dis oui rugueux, mais c'est le bon terme, mais c'est la mauvaise rugosité, c'est-à-dire que c'était les tacles à retardement, les tacles par derrière, c'était pas le jeu épaule contre épaule et puis on marque le territoire au niveau physique, c'était des fautes ouais. vraiment qui méritaient des cartons jaunes et puis il a déjà attendu à mon avis un petit peu pour en mettre un et puis ensuite comme tu dis, il suit pas sa ligne. Mais c'est ça, en fait, il m'a semblé qu'il commençait à imposer une ligne et en fait, elle a pas tenu. Vraiment pas tenu, et c'est plus ça le vrai sujet en fait, parce que ça crée une frustration globale. Il y a nous les suiveurs, mais chez les joueurs aussi en fait, parce que moi je déteste parler d'arbitre parce que je suis souvent du genre à toujours chercher je vais, si quand vous vous plaignez de l'arbitre à côté de moi, je suis ce mec chiant qui va essayer quand même de trouver un argument même dans un truc qui me paraît un peu litigieux, mais en fait Je là c'est même confirme, pas hein, une même en match amical, il le fait. mais, mais c'est même pas une question d'action litigieuse. Là, c'est vraiment une question basique quand même, au bout d'un moment, de protéger l'intégrité physique des joueurs, qui n'a pas marché. Et en fait, dans un contexte de semaine de l'arbitrage où on met en avant le respect pour l'arbitre, etc., les supporters, c'est une chose, mais sur le terrain même, je pense que c'est compliqué. Tu rentres dans une relation conflictuelle dans ce match. En fait, c'est compliqué d'obtenir le respect des joueurs qui se prennent des tacles dégueulasses pendant tout le match. C'est compliqué, et il y a presque eu autant de cartons jaunes pour réclamation, j'ai l'impression, que pour faute Ah, chez nous, que en tout pour, cas, il y en a eu autant de réclamations, ouais. Ouais, donc, ouais. donc en fait, c'est plus ça, et ça fait vraiment tâche dans ce contexte de semaine de l'arbitrage où il y a cette question très importante qui sera abordée un peu du coup dans ce sujet à part, du respect de l'arbitrage, etc. Mais ouais, pour les joueurs, c'est quand même difficile à entendre et difficile de respecter un arbitre qui ne les protège pas en fait. Et ça a créé un climat délétère. On l'a vu pendant un moment. Et c'est vrai qu'il y a ce point d'orgue, c'est cette faute scandaleuse de Dugour. Ouais, c'est hallucinant qu'il n'y ait pas rouge quoi. Je crois que il y a pas Je d'autre mot. sais même Ouais. pas si lui, je sais pas si lui, en tout cas, se rend compte qu'il est miraculé, mais peu importe. Hein, je pense que tout le monde l'a vu que c'était un pur miracle ou scandale, c'est selon Mais alors, qui finissent le match. Et tout ça, ce tacle en plus crée des échauffourées qui en plus finissent par une sanction d'un carton jaune pour Fat Kitch pour réclamation. C'était ubuesque cette situation. c'est clair. Ce tacle de Dugour, il m'a rappelé le fameux tacle de Nuzzolo lors du fameux match où on a gagné à 8 contre 11 contre le FC Saint-Gall. Il fait le même tacle et il prend logiquement un rouge. Ça, Ouais, c'est Ah quand ouais, tu mais carrément. cisailles par derrière les deux pieds décollés ton adversaire, s'il y a même pas de discussion, c'est rouge. parce qu'il y a rien qui va dans cette action en fait. C'est-à-dire Non. que c'est une pure faute de frustration parce que le ballon est pas sorti, d'accord. Mais du coup, c'est pas compliqué à analyser cette action. Il fait un sprint de 5 mètres pour faire un tacle où il a aucune chance d'avoir le ballon en visant spécifiquement les jambes sur un geste mal maîtrisé. Je vois pas dans quel monde un arbitre qui est infiniment plus formé que nous sur les lois du jeu ne peut pas donner la bonne sanction. Non, Je non. sais pas si en plus de ça, je sais pas s'il y a
une moitié de compensation parce qu'il sait que c'est un geste de frustration, mais c'est plutôt censé être une circonstance aggravante. Et ouais, non, vraiment là pour le coup, c'était complètement improbable comme Non, mais si on situation. analyse, pour moi, il y a vraiment deux moments clés et il y en a un dans chaque mi-temps. Le premier moment clé en première mi-temps, pour moi, c'est... Alors, il y a eu ce premier carton à Foulé qui aurait été censé dû calmer les ardeurs des Nyonnais. Et puis, on se rend compte, quand la mi-temps avance, que c'est pas le cas. Il y a de nouveau plusieurs grosses fautes qui ne sont pas sanctionnées d'un avertissement. Et puis derrière, Aliou, il retient un joueur de Nyon, on va dire, dans une zone dangereuse, quoi, à 18 mètres. Mais il y avait beaucoup de joueurs, ça cassait pas une occasion franche de but ou non plus. Et il prend un carton jaune qui est jugé, à mon avis, qui est très sévère par rapport aux fautes que les Nyonnais ont fait 5 ou 10 minutes avant. Donc, de nouveau, nous, on est un peu biaisés, on est supporters de Xamax, donc on est un peu frustrés à ce moment-là. Mais si tu regardes ça d'un œil neutre, il y a aucune ligne. Donc, d'un côté, il sanctionne pas par un carton jaune des tacles vraiment très très virils, voire même très dangereux. Et puis de l'autre côté, il sanctionne un petit coup d'épaule par un carton jaune. Donc deux poids deux mesures. Et puis en plus, c'est fait sur deux équipes différentes. Il aurait fait ça au Nyonnais. Il aurait mis un jaune à un Nyonnais qui met un coup d'épaule et puis pas à ceux qui font les tacles par derrière. Tu te dis, mais ok. Mais là, du coup, ça augmente le sentiment d'injustice d'une des deux équipes et ça fait monter un peu le niveau de frustration par rapport à l'arbitrage. Derrière, Epito, il prend son carton jaune sur l'action du penalty, mais celui-là, il est indiscutable. Pour moi, c'est d'ailleurs le seul carton jaune reçu par Xamax qui était indiscutable, puisque en deuxième mi-temps, tu l'as dit avant, Fatkich, il est averti parce qu'il va signaler son fait à l'arbitre après l'attentat. Et puis, pareil, Ben Seguir, il se fait aussi avertir parce qu'il a une réaction un petit peu trop sanguine suite à une faute. Je me souviens plus si c'est lui qui a été victime de la faute ou un autre joueur. Non, c'était Voilà. Nsakala sur le côté, je crois, hein, qui se prend un bon coup aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'il prend un beau. Celui aussi, il valait un beau jaune, quoi. C'était un joli taquet. Ouais, non, en fait, c'est ça. Et dans ce cas-là, en fait, c'est compliqué. T'as l'impression que tu sanctionnes les joueurs d'être frustrés par rapport à une situation qui est complètement provoquée par la gestion du match de l'arbitre. C'est ça. Et puis ça qui est. Ouais. Cette deuxième séquence, pour moi, c'est en deuxième mi-temps, elle dure 1 minute. Elle commence en fait par un Nyonnais qui tombe à terre pendant un contact, et puis les Neuchâtelois qui se regardent, qui continuent de jouer. Donc de l'autre côté, les Nyonnais, il y a la frustration qui monte, et là l'arbitre, il fait rien. Et puis ensuite, ça monte tellement parce que on se rend compte que non seulement on met pas le ballon en touche, nous, mais en plus on va vers l'avant et puis on est à deux doigts de se créer une occasion de but. Et puis là, Dugour, il sprint depuis son point d'attaque, mais vraiment, il avait, je pense, pas d'autre but que de stopper le jeu, le jeu. Moi, je veux pas dire qu'il voulait faire mal à Saïs, mais il voulait stopper le jeu, mais il le fait d'une manière totalement scandaleuse et ça aboutit pas à un carton rouge. Et pour moi, si Fabio Saiz avait été gravement blessé, c'était clairement de la faute de l'arbitre parce que moi personnellement, je cautionne pas non plus l'attitude de ne pas sortir le ballon quand un joueur est au sol. Ok, peut-être qu'il avait rien, mais on met le ballon en touche, on va voir. Et puis s'il a rien, il a rien, tant mieux, il continue à jouer. Et puis ensuite, c'est à l'arbitre de rajouter du temps pour des pertes de temps. Mais à ce moment-là, alors la règle effectivement, elle dit que l'équipe n'est pas obligée de sortir le ballon quand un joueur est au sol, c'est clair. Après, c'est un peu du fair play comme ça implicite que on le fasse. On apprend ça dans les juniors à faire ça. Ça fait partie du respect de l'adversaire. Ok, on le fait pas. Mais l'arbitre à ce moment-là, quand il voit que l'autre équipe, ça la met en rogne et que elle va faire quelque chose pour arrêter le jeu, et puis on sentait que ça allait aboutir à une vilaine faute. Et lui-même, il a le droit de siffler, d'arrêter le jeu, de demander à tout le monde de se calmer, de prendre des nouvelles du joueur qui est au sol. Et puis ensuite, s'il voit qu'il est pas blessé, il le fait sortir, il le laisse 3 minutes gambader sur la touche pour lui dire maintenant c'est fini, t'arrêtes avec ça. Et puis voilà, mais il a pas tenu les deux équipes finalement. Il a pas fait preuve de psychologie. Alors on utilise souvent cette expression au foot quand un arbitre sort un deuxième carton jaune des fois un peu sévère. On dit il aurait dû faire preuve de psychologie. Mais là, en l'occurrence, dans une séquence comme ça, moi je m'attends à ce que l'arbitre il fasse preuve un peu de psychologie. Il sente un peu mieux l'état d'esprit dans lequel les deux équipes sont. Surtout que l'arbitre, les engueulades entre les coachs et un petit peu les interventions des joueurs, il le savait. Il savait que quand les deux équipes sont revenues en deuxième mi-temps, c'était tendu.
Nous, on n'avait pas cette donnée-là, mais lui et ses assistants l'avaient. Donc Oui. c'est un peu ça que je lui reproche. Donc voilà, je pense qu'on peut gentiment passer à notre deuxième rubrique, ce débat sur l'arbitrage à l'occasion de la Week of Referee. Donc la Week of Referee, c'est une initiative qui est venue comme ça du 14 au 22 octobre. Ce week-end marquait la fin de cette semaine. C'était un week-end d'action en fait pour voilà respecter le travail des arbitres, qui soit apprécié et respecté. Je reprends vraiment les termes qui ont été utilisés sur le site de la Swiss Football League. À noter que c'était une initiative qui partait déjà des ligues amateurs, que ce soit dans le football masculin ou dans le football féminin, mais que ça s'étendait aussi à d'autres sports. De mémoire comme ça, il y avait le basket, il y avait le uni-hockey, le hockey qui se sont aussi alignés par rapport à ça. Et puis voilà, de respecter finalement un peu mieux le travail des arbitres. Donc ça commence par un petit peu une mise en scène, les arbitres qui rentrent de manière séparée du reste des joueurs. On leur leur dédie des applaudissements et puis voilà. Et puis en fait, ce match-là, pour moi, il a mis en lumière quand même d'un côté le fait que le travail d'arbitre n'est pas un travail simple, mais de deux, il a quand même des règles, des morales et puis des devoirs de tenir le match. Et puis, comme tu le disais avant, Michael, de garantir l'intégrité des joueurs. Si certains joueurs font n'importe quoi sur le terrain, ça peut aboutir à des blessures graves, à des blessures de fin de carrière. Donc voilà, je voulais qu'on parle un petit peu du job pas facile d'arbitre. Quelle relation vous avez avec l'arbitrage en général quand vous regardez un match, que ce soit celui de Xamax ou d'une autre équipe? Sam? Alors moi, ça dépend. Si c'est un match que je regarde juste comme ça, j'en tiens pas forcément compte parce qu'il n'y a pas ce côté d'amour pour le club ou bien une équipe que je préfère. Mais quand c'est Xamax, par exemple, qui joue et puis qu'il y a des fautes grossières, j'ai tendance à me lever et puis à descendre 5 rangées pour ensuite revenir à ma place. Mais c'est vrai que nous, on a une vision différente de l'arbitre. Lui, il a une vision à plat sur le terrain, donc forcément, Mhm. des fois, il peut rater des choses, il fait des erreurs, c'est normal, c'est un être humain. Mais il y a quand même certaines fautes, il n'y a pas besoin d'être bien loin ou bien même loin, tu siffles. Enfin, c'est un métier vraiment pas facile, tu te reçois des insultes tout le temps. Pas forcément que de la tribune, des fois sur les réseaux sociaux aussi, je pense que c'est très évident parce que je pense que la famille doit aussi être impactée à certains stades de compétition. Mais enfin voilà, c'est pas un métier facile, ça je pense. J'ai jamais été arbitre, mais je pense qu'on peut quand même respecter les arbitres pour le courage qu'ils ont de fouler certaines pelouses. Ouais, Michael? Ouais, bah moi, ma relation avec les arbitres, bah comme j'évoquais, c'est vrai que c'est un truc qui me, ouais, comment dire, un truc qui me caractérise, on va dire, qui me tient un peu à cœur, c'est que ouais, j'ai souvent cette tendance quand même à au moins, disons quand c'est sur un truc que je comprends pas par rapport à Xamax, à pousser ma gueulante au stade avant de que ça retombe en 2 secondes en me disant, en essayant de quand même chercher le pourquoi telle ou telle décision, etc. Et du coup, ça c'est encore plus le cas dans les matchs que je regarde en étant parfaitement neutre. Moi, c'est vrai que j'ai toujours détesté quand je jouais cette façon de souvent parler à l'arbitre. Et en fait, euh, il y a voilà, il y a ce match-là où j'évoque donc les jaunes pour réclamation qui sont frustrants parce que ça vient quand même dans un contexte où c'est l'arbitre qui a vraiment pas géré. Mais par contre, quand un joueur d'habitude prend un carton jaune pour réclamation, si c'est un joueur de Xamax, je suis énervé contre ce joueur parce que moi j'ai toujours détesté qu'un joueur aille discuter avec l'arbitre, même à mon faible niveau quand je jouais au foot en amateur. Ça a toujours vraiment été un truc qui m'insupporte, ça m'a toujours insupporté quoi. Et et voilà, donc j'ai toujours quand même j'essaye toujours quand même de me mettre un minimum du côté de l'arbitre. Voilà, ce qui me, en fait, ce qui met, voilà, comme on a pu le comprendre avec ce que je disais, ce qui me marque le plus et là où je suis vraiment fâché contre un arbitre, c'est quand il y a des situations comme ça où
où le match n'est absolument pas géré, alors que c'était pas non plus un bourbier, quoi. Il suffisait juste de sévir et ça se serait très bien passé ce match. Parce que c'est plus là où je peux avoir du mal. Sinon, ouais, j'ai j'essaie toujours d'être clément avec les arbitres quand il y a un truc qui me semble litigieux en termes de jugement d'une faute, d'une action, d'une main, etc. Euh, D'autant plus parce que faut quand même le rappeler, les arbitres sont infiniment plus informés que nous sur les règles, sur les lois du jeu qu'ils doivent connaître par cœur, et que souvent on peut entendre des gens se plaindre de l'arbitre pour des choses, un coup de sifflet tout à fait légitime en fait. Donc il faut bien se rendre compte que avec avec le parti pris de supporters, etc., faut bien se rendre compte qu'un arbitre, quand on conteste leur décision, on est souvent plus en tort quand même. Donc voilà, c'est plus ce genre de choses que j'essaie de garder en tête, même si au stade, quand il y a un truc qui m'énerve, je m'énerve, mais enfin c'est normal, mais voilà. Et puis sinon, rappeler que les arbitres sont de toute façon nécessaires. Et en fait, c'est d'autant plus un problème qui concerne le monde amateur, en fait, parce que sans les arbitres, il n'y a pas de match. Et dans le monde amateur, ils sont beaucoup moins protégés. Ils sont beaucoup plus victimes, même si c'est pas toujours physique, mais de violences même verbales, parce que même du côté des entraîneurs, il n'y a pas toujours les bons exemples, même du côté des éducateurs quand on parle de juniors. Ouais, moi c'est plutôt ça, c'est une thématique qui me parle beaucoup, on va dire, ouais. Sans Non, c'est avoir clair. jamais été arbitre. On a vu des séquences, enfin, on a lu des fois dans la presse des séquences où des arbitres étaient agressés verbalement et physiquement par des spectateurs, par des parents de joueurs, enfin, Ouais. ça partait en n'importe quoi, hein, par moment autour de certains stades. Et ça Ouais, c'est vrai fait. qu'être arbitre, c'est un job qui est pas facile. C'est prendre des décisions rapides, parfois très rapides dans un contexte où il y a la moitié des joueurs sur le terrain qui vont pas forcément être d'accord. Il y a la totalité du stade, Mm, suivant la décision qu'on prend, qui va râler et autres. Donc c'est voilà, ça. ça reste des êtres humains. Ils ont des sensibilités différentes aussi dans le dialogue avec les joueurs. Moi, on voit il y a des arbitres qui parlent énormément, hein, aux joueurs. Ça va aussi dans Ouais. ce sens-là. Et puis il y en a d'autres qui arbitrent leur match presque sans dialoguer avec les joueurs. Et puis je trouve que ça fait une énorme différence parce que quand toi-même tu ouvres le dialogue, tu parles avec les joueurs, bah ça donne aussi une envie aux joueurs de venir dialoguer, mais de dialoguer de manière constructive, pas en disant ouais il y avait pas faute, il y avait ci, il a fait ça, il m'a tiré le maillot, il a fait ça, mais de venir vraiment de manière constructive en disant mais attendez monsieur là pourquoi vous avez sifflé, pourquoi vous avez pas sifflé, expliquez-moi. C'est pas genre je viens agresser l'arbitre parce que je suis pas d'accord avec lui, c'est expliquez-moi pourquoi vous avez sifflé. C'est quoi la raison de votre intervention, voire la raison de votre non-intervention. Parfois, les joueurs viennent discuter pourquoi l'arbitre n'est pas intervenu sur une action de jeu. Donc, ça sert aussi à ça. Alors, tu le disais avant, Michael, ils connaissent mieux les règles que nous. Oui. Après, nous, dans notre métier, quand on pratique notre métier, moi, j'ai pas la prétention de me rappeler toujours par cœur exactement tout ce que je dois faire dans mon métier. Parfois, je peux oublier un petit truc, je peux aller regarder entre deux. Et voilà, eux, les arbitres, ils ont pas cette possibilité-là. Mm. Parfois, ils sont confrontés à des situations où il faut prendre une décision et puis des fois, ils peuvent aussi pas être sûrs s'ils prennent la bonne, quoi. Mm. Donc voilà, je me questionne aussi sur la manière dont ils sont formés, dont ils sont accompagnés, mais aussi finalement de la manière dont ils communiquent. Les arbitres, c'est les seuls intervenants pratiquement d'un match de foot que une fois que le coup de sifflet final a été donné, on s'intéresse pas à eux. Ils ont pas de place en conférence de presse. Les médias les laissent tranquilles, à moins qu'il y ait une consigne de la Ligue des arbitres de ne pas les déranger. Mais on voit pratiquement jamais un arbitre
qui vient défendre une position, qui vient expliquer quelque chose, que ce soit en conférence de presse ou dans la presse elle-même après les matchs. Donc finalement, c'est c'est un métier qui reste aussi assez mystérieux. Et puis je trouve que ce phénomène-là, il s'est encore accentué. Il a créé quelque part un espèce de fossé entre l'arbitre et les joueurs, mais aussi entre l'arbitre et puis les spectateurs depuis l'introduction de la VAR. Ouais. C'est quand même on peut pas parler du rôle de l'arbitre maintenant sans parler du rôle du VAR. On doit dire le VAR, apparemment c'est masculin. Disons Donc l'assistance voilà. vidéo, voilà, Voilà, de soyons, l'assistance vidéo. Alors on a tous connu le football avant l'assistance vidéo. Dans 10 ans, on pourra peut-être plus dire ça. Il y aura des enfants qui n'auront pas connu le foot sans le VAR. Mais on en attendait. Moi personnellement, quand j'ai appris que voilà, il y allait y avoir de l'assistance vidéo dans le foot, j'avais beaucoup d'espoir. Je sais pas vous. Alors, dans un premier temps, oui. Regardant beaucoup la Serie A, qui a été une des premières à l'introduire, en tout cas dans les gros championnats, j'ai un peu vite déchanté parce que ça a très vite Ouais. été ça a très vite été le cirque, mais notamment au niveau des mains, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça a quand même pu. Moi, sur le principe même, avant de voir à l'œuvre l'utilisation de l'assistance vidéo, je dirais, si je me souviens bien, je pense que j'avais un avis plutôt positif. Mais mais ça, c'est super important ce que tu dis parce que c'est un vrai sujet, c'est la transparence en fait, tout simplement. Mhm. La transparence. En fait, les joueurs aussi, la plupart, s'ils sont pas trop de mauvaise foi, ils comprennent ce qui se passe, ils comprennent si un arbitre leur explique. Ouais, ouais, tout Il à y en a fait. beaucoup. C'est la plupart la plupart des joueurs, je pense, sont comme ça. Et ça peut faire désescalader très vite des tensions. Mais aussi, effectivement, dans le cas du football professionnel, je, je pense on a que des bonnes choses à gagner d'avoir une transparence au niveau des arbitres dans les médias. Ça, c'est une réalité. Dans le foot pro, c'est, c'est super important, en fait. Quand un joueur a des comptes à rendre, entre gros guillemets, mais je veux dire, ou un entraîneur a des choses à dire, ça sort dans les médias, l'arbitre ne peut jamais défendre sa position, même, en fait. C'est-à-dire que ce serait quand même beaucoup plus simple à expliquer pourquoi est-ce que j'ai considéré que cette faute où le joueur accentue énormément son geste ne mérite pas un penalty alors que tout le stade hurle au complot parce que tu l'as pas sifflé. Ouais. Tout ce genre de position, ce serait super intéressant d'avoir un arbitre qui puisse vraiment défendre ses Mhm. décisions parce qu'au bout d'un moment, en fait, si c'est dit de manière intelligible, chacun ensuite a ses sensibilités pour être d'accord ou pas, mais tu peux qu'accepter quand tu as un expert d'un domaine qui te dit très clairement quelque chose, tu peux qu'accepter quand même que bon, bah, c'est vrai il a quand même, il a quand même le recul nécessaire pour prendre cette C'est ça. décision avec ses biais, enfin pas ses biais, mais voilà, avec ses sensibilités, etc. Et je pense quand même que beaucoup moins de gens remettraient enfin beaucoup moins de gens citeraient l'arbitre comme le principal acteur du match à la fin d'une rencontre avec une situation litigieuse, en étant un minimum euh, transparent en fait. Après on est d'accord ou Ouais, pas, clairement. mais La séquence du penalty accordé au Stade Lyonnais, pour moi, elle était claire là-dessus. ouais, Quand tu regardes le match, c'est l'émotionnel, et tout le monde crie au scandale, il n'y a pas penalty. Moi, je suis allé voir après les images et je me dis, ah ouais, quand même, non. C'était la bonne décision. Et puis, du coup, cette action-là, je le mets pas dans la colonne des injustices, entre guillemets, en lien avec l'arbitrage. Finalement, c'était plus la ligne de conduite étrange et pas claire, ni pour les spectateurs, mais surtout pour les joueurs, qui a fait que le match, il aurait pu partir en cacahuète à un moment ou ouais, l'autre. Hein. On n'en est pas passé très loin. Il y a eu un petit début de bagarre ouais, totalement. Ouais. qui a été éteint, et puis ensuite il avertit Fatkic, et puis voilà. Mais c'est ce genre de choses-là. Et puis moi, j'attendais effectivement beaucoup de l'assistance vidéo, puis ça m'a déjà calmé quand ils ont posé les règles en disant le VAR, l'assistance vidéo n'interviendra que pour les pénaltys, des cartons rouges
et des situations de hors-jeu. Parce que, Et alors, la les décision, quelque erreurs part, elle est... les erreurs de personnes sur les cartons aussi, pour Ouais, préciser. les erreurs de personnes sur les cartons. Mais disons que d'un côté, c'était logique parce que sinon, tu fais intervenir l'assistance vidéo toutes les 2 minutes et puis les matchs, au lieu de durer 2 heures en incluant la mi-temps, bah, ils durent 3 à 4 heures. Donc ça aurait été juste insupportable pour le rythme. Mais ça rajoute un Mais, côté binaire, du coup, qui règle pas forcément les soucis, quoi. mais là, clairement, je pense que si ça a lieu en Super League, le tacle de Dugour, j'ose espérer que le VAR, Ah oui. il appelle son collègue dans l'oreillette et puis il lui dit non, là, mon gars, t'as mis jaune, mais c'est rouge. Viens au moins regarder Ces l'image. situations-là, ils regardent l'écran, oui. C'est ça, viens au Je moins regarder t'invite l'écran. à venir voir l'écran. Ces situations-là, c'est systématiquement l'écran, de toute façon, pour donner un carton rouge. Ouais. Et Donc, puis, je veux ouais. dire, après, il interprète la règle correctement. Un tacle par derrière, les 2 pieds décollés. J'ai pas sorti le manuel du foot, mais c'est carton rouge. C'est une des situations qui peut donner un rouge direct et puis qui peut même entraîner une suspension de plus de un match. Hein, ça c'est Ouais. clair. C'était un geste dangereux, même si au final Fabio Saiz se porte bien. Donc, Ouais. Mais d'ailleurs, donc Bah, voilà. sur le coup, je me suis demandé si l'arbitre avait pas fait un apprentissage en boucherie, parce que pour ça laisser l'a pas passer choqué, ça, c'est puis vrai. pas être insensible à une telle faute grossière et très certainement très volontaire de la place de Dugourde, je me posais Bon, la question. Ah bah, après, il suffit de revoir sa course sur le replay. Il a ah bien ouais, envie de ouais, le tout à fait. découper. Lui Oui, faire oui, il mal, a je envie sais de pas, stopper. il faut Moi, stopper je suis l'action. peut-être un peu plus gentil. C'est un côté humaniste, mais Non, mais je lui pense faire qu'il mal, veut je sais arrêter le pas. jeu. Il veut arrêter le jeu. Je pense qu'il veut arrêter le Mais jeu, mais juste il le fait avec la frustration. Donc il le fait d'une ouais, manière, il le fait quand même d'une manière revancharde parce que tu peux le, le plaquer, lui tenir le maillot, voilà. Il y a plein de choses parce il rattrape 16. C'est juste ça, mais on va pas analyser cette action en particulier, mais voilà. Mm. Mais en plus, il y a un truc sur cette notion de, après on peut revenir sur le VAR, mais sur cette notion de transparence, il y a aussi un truc tout bête qu'on oublie, c'est il y a la possibilité, ce serait intéressant la possibilité, donc je disais, de défendre son cas, de défendre des décisions avec plus de clarté devant la presse dans le cas du foot pro, mais aussi un truc tout bête, du coup tu peux dire aussi, bah là je me suis peut-être trompé. Et mhm. moi je pense je pense qu'on serait beaucoup à juste entendre un arbitre qui dit je me suis trompé sans être des débiles qui se disent bah c'est toujours contre nous, il y a un complot, si on te dit je me suis trompé, bah c'est la vie quoi à un moment donné. C'est Ouais, et puis C'est après, ça. je sais pas, sur quoi, ça fait maintenant 11 matchs entre la Super League et puis la Challenge League. Si sur les 11 matchs, t'as 10 arbitres qui doivent s'excuser, bah c'est aussi au chef des arbitres de dire, ah voilà, oui. on va analyser et puis on va faire en sorte que la qualité de l'arbitrage s'améliore d'une fois à l'autre. Mais en refusant cette attitude-là, t'as l'impression qu'ils sont parfaits à chaque match et puis qu'il y a rien à changer. Alors, je pense Mais C'est pas, ça. honnêtement. Je pense qu'entre eux, il doit y avoir beaucoup de questionnements, de remise en question, et puis ils doivent Un beaucoup arbitre se travailler remet cet aspect. systématiquement en question, oui. Ouais, ouais. Mais le simple fait de le De pas poser, d'avoir un communiquer. espace pour le communiquer, des fois, comme tu dis, Michael, ça ferait du bien. Je pense que quand un être humain à côté de nous fait des erreurs et qui reconnaît faire les erreurs, bah on se sent légitimisé dans quelque part dans le rôle de victime. C'est plus pour les joueurs que pour nous, le public. Oui. Au final, ça nous change pas notre vie. Mm. Mais voilà, effectivement, le fait de reconnaître, ça fait déjà beaucoup. Mais il y aurait moins de frustration parce que voilà, à un moment donné, aussi si tu dis à un joueur sur ce coup-là, je me suis peut-être trompé, etc. Dans la communication même en plein match, des arbitres le font. Euh, Bah, pour le joueur, s'il a un minimum de bonne foi, il sait que lui aussi se trompe par moment, fait des mauvais choix en termes de football. Hein. Donc c'est compliqué à un moment donné. C'est compliqué de lui en vouloir quoi. Si juste c'est admis quand il y a une erreur ou quoi. Ça fait partie de la communication. Mhm. Mais Mhm. par contre, il peut aussi tout à fait assumer que sur ce non là je pense fermement qu'il y avait cette décision est la bonne pour telle raison. C'est pas forcément juste dire je me trompe et machin, mais juste bah c'est de la transparence qui serait bénéfique pour tout le monde. Ouais, moi j'aimerais revenir en fait sur un événement
C'était l'épisode du prétendu crachat de Raphaël Nuzzolo Ouais, à non, mais ça, on n'a l'encontre pas de entendu l'arbitre, je crois. Stéphane Klosner, qui a entraîné un rouge direct avec une suspension automatique pour le barrage retour. Extrêmement important. On aura l'occasion un jour de revenir sur ces deux matchs Ouais. très importants de l'histoire de notre club. Mais je veux dire, le club, donc Nuzzolo, il reçoit un carton rouge, c'est suspension automatique, il y a un effet suspensif, il peut pas jouer le match suivant. Le club fait recours. Il y a une analyse qui est faite, c'est passé devant un tribunal du sport et tout ça. Il n'y a pas de preuve directement. Alors après, est-ce que Nuzzolo l'a vraiment fait ou pas? Ça, il y a que lui qui saura Ouais. ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là. Mais l'arbitre, il est désavoué, chose extrêmement rare. La suspension de Nuzzolo, elle est enlevée. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que Stéphane Klosner et le chef des arbitres, dont le nom m'échappe, c'était pas le même à ce moment-là que maintenant, ils Ah, je sais plus. reprochent au tribunal de ne pas soutenir les arbitres. Et Stéphane Klosner prend sa retraite dans les matchs qui suivent, quoi. Je sais pas s'il a arbitré encore un ou deux matchs après ça, mais il prend sa retraite plutôt que de dire ouais, ben oui, je me suis trompé ou je pensais avoir raison, mais en fait, il s'est pas vraiment passé ça. Voilà, et présenter ses excuses aux joueurs, surtout. Et puis voilà, alors on n'a pas été relégué suite à ce barrage et voilà. Mais il n'y a eu aucun compte à mais rendre, rien, hein, ça c'est rien, vrai. rien, Ils aucune ont même été transparence choqués derrière. de la décision, tu vois. Ouais, choqués de la décision, ils étaient persuadés que ça allait être maintenu, et puis ils étaient presque tout puissants dans ce recours, et ils étaient sûrs que Nuzzolo, il allait être même peut-être même encore plus lourdement puni que ce qui avait été mis à la base. Et j'avais déjà été choqué vraiment à l'époque de la tournure. Et puis des scènes comme ça, il y en a partout en Suisse, dans les autres championnats. Alors, je vous ai à peine imaginé ce que ça peut donner effectivement dans les ligues amateurs où il y a pas de ralenti, il y a pas d'assistance vidéo, il y a pas de quatrième arbitre. Enfin, c'est compliqué. Tu peux vite te retrouver seul contre plusieurs personnes, contre des mecs qui sont des fois plus grands et plus costauds que toi. Donc, ouais, un job clairement pas facile, mais je pense si on compare à d'autres sports comme le hockey ou le basket ou même le rugby, eh bien ils sont à mon avis un petit peu plus exposés que dans certains sports. Ça C'est pas le c'est même, sûr. y a pas le même rapport, ouais, effectivement, Ouais, avec puis c'est l'arbitre. aussi lié à la ferveur qu'entraîne le football à l'échelle Oui, bien sûr. mondiale, aussi à toute l'économie du football qui est quand même le sport numéro un d'un point de vue économie au monde. Donc il y a aussi toute cette pression là et puis il y a des gens qui soient joueurs ou supporters, ils jouent leur vie et puis si l'arbitre fait une faute, ben l'arbitre tous les noms d'oiseaux et puis toute sa famille doit mourir. Donc voilà, les gens oublient des fois un peu la raison et puis le fait que ce sont pas des machines qui sont aux commandes de nos matchs, mais des êtres humains qui peuvent avoir des faiblesses. Mais tu le disais aussi avant, Michael, des fois on a l'impression que les règles du football, sur certains aspects, c'est extrêmement simple. Tu joues le ballon du pied, il faut le mettre derrière la ligne de but pour marquer un but. Quand elle sort des limites du terrain, il y a touche ou corner ou dégagement ou 6 mètres. Il y a une partie des règles du foot qui sont pas du tout, très très peu sensibles à l'interprétation. Et puis il y en a, ça tend à s'améliorer, mais il y a encore des zones où l'interprétation de l'arbitre, eh ben elle peut jouer, elle peut faire beaucoup. Elle peut faire beaucoup, elle peut influencer le cours d'un match sur des mains, des choses comme ça. Il y a eu des matchs même en Ligue des Champions qui ont des fois basculé parce qu'une main a été accordée ou pas accordée. Et puis un arbitre pour pouvoir faire son travail correctement, il doit le plus possible s'appuyer sur des règles qui sont clairement posées et où son interprétation intervient le moins possible. On peut pas dire pas du tout, mais le moins possible. Mm. Et là, il faut que, au niveau de l'UEFA, de la FIFA et des différentes fédérations, il y ait quelque chose qui se fasse sur ces mains, notamment. Ça continue à être très Ligue. polémique, quoi. Mm. Tout à fait. Donc voilà, un job pas facile que celui d'arbitre. Et puis voilà, finalement c'est dommage que à l'issue de ce match à Neuchâtel, lors de la semaine des arbitres, ben on ait dû devoir en parler parce que je le répète, à la base on n'avait pas prévu de parler d'un débat sur l'arbitrage, mais là c'était l'occasion aussi
d'en discuter parce que en même temps c'est mis à l'honneur par les instances sportives et puis de l'autre côté on a eu le contre-exemple de ce qu'on n'a pas envie en tant que supporter de voir comme type d'arbitrage et je pense que les joueurs non plus ils n'ont pas envie de voir ce type d'arbitrage là donc voilà c'est pour ça que ça nous tenait à cœur à nous d'en parler un petit peu. Voilà, on arrive du coup à la dernière séquence. Alors, on vous la tease depuis le premier épisode, hein, quasiment. On vous annonce qu'on va parler un petit peu de l'histoire du club. Et puis, c'est Sam qui s'est confié. On la lui a pas imposé. Hein, c'est lui qui s'est auto-confié cette tâche de vous parler un petit peu de l'histoire de notre si beau club de Xamax. Et puis aujourd'hui, on va partir sur les fondations Les bases. du FC Xamax, des bases. Sam. Yes, exactement. Bah, fallait bien commencer par quelque part et je trouvais logique de commencer par le début. Donc, je vais vous parler de notre ami Max, qui évidemment à l'origine de la création du FC Xamax, enfin du moins un des membres, parce qu'il y en a plusieurs, il avait des copains, des étudiants. Alors, il était appelé Abeglen deuxième, Abeglen 2, car il faut le savoir, il avait deux frères, Jean, qui est appelé Abeglen 1, et André, Abeglen 3. Enfin bref, je ne vais pas vous nominer toute sa famille, parce qu'on en aurait pour encore, je pense, 5 heures d'émission. Le petit Max est né le 11 avril 1902 dans la célèbre ville qui est tout simplement Neuchâtel. C'est vers 1910 qu'une petite équipe d'étudiants et amis organise des matchs de football dans la cour du Collège Latin. C'est aujourd'hui la bibliothèque publique de la ville et le lycée du Madro, si je ne me trompe pas. Ouais, Puis, le lycée Jean Piaget, ouais, maintenant. Exact. Puis sur le terrain du Mail par la suite. Un terrain qui préfère très mal avec un tag de Ducourt d'ailleurs. C'était entre 1912 et 1916, sous l'impulsion de notre cher Max, qu'il décide de structurer une équipe afin de pouvoir jouer face à des adversaires hors du collège, un peu comme à l'américaine où il joue entre collèges, et là il voulait jouer un peu contre des équipes un peu plus corsées. Donc c'est le 17 mai 1916 qu'il décide de donner le nom du FC Xamax, les copains de Max qui décident de donner le nom du plus jeune de l'équipe, donc Max Xamax, qui est plutôt bien réfléchi. Un mois plus tard, un certain 16 juin 1916, le FC Xamax jouera son premier match face au FC Columbia à Colombier, avec une petite victoire à la clé de 11 buts à 1. Il me semble que le FC Columbia n'existe plus, hein, on est d'accord. Non. Colombia, t'as dit? Ouais. Ouais, non. On va revenir à Max. Max jouera également pour le Lausanne Sport, le Grasshopper Club Zurich, où il gagnera 5 titres de champion suisse et 8 coupes suisses. Il jouera également 68 matchs avec notre équipe nationale et marquera 34 buts sous les couleurs de la nation. Il remportera aussi en 1924 avec la sélection olympique suisse la médaille d'argent. Après sa carrière, en 1941, il se consacrera à sa profession d'ingénieur et malheureusement, il nous quittera assez tôt, le 25 août 1970 à Zermatt, au fin fond du Valais. Alors je vais m'arrêter aujourd'hui pour cette petite histoire du Xamax. Je ne vais pas tout vous raconter en même temps et toute l'histoire, et je vous parlerai de la suite dans le prochain épisode. Voilà. Dans un prochain épisode. Ouais, merci beaucoup Sam. C'est vrai Avec que plaisir. Max Abeglen, c'est notre fondateur. C'est pas seulement un grand bonhomme pour Neuchâtel et Neuchâtel Xamax, puisque sans pour le foot lui, suisse. on n'existe pas. Mais c'est vraiment un grand personnage pour le foot suisse. Il Tout à a fait. jusqu'aux années 90, en fait, il a été le meilleur buteur de l'équipe. Hein. Il n'a été égalé d'abord que par Kubilay Turkilmaz, puis ensuite dépassé par Alexander Frey. Il le sera probablement aussi gentiment par Sherdan Shaqiri, qui arrive gentiment à ses marques, mais ça reste un grand nom du paysage du foot suisse de manière générale, quoi. Tout à fait. Donc voilà, je sais pas, tu voulais réagir aussi, Mickaël, par rapport à cette partie d'histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Ça ne rajeunit pas évidemment. On y était bien sûr. Non bah moi je suis très enthousiaste avec ces petites chroniques pour développer des petits sujets. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir choisi ce sujet pour commencer. Hein, bien sûr les bases, les fondations.
Voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire, mais je pense qu'on se réjouit tous d'entendre Sam pour la suite. C'est ça, Sam qui devient du coup notre père Castor, puisqu'il va nous raconter à chaque fois un petit bout de l'histoire de Châtel-Xamax. Mais on l'aurait dit, il fait ça volontiers, on l'a pas forcé, il fait pas ça sous la torture. On l'a pas trop D'ailleurs, forcé. On l'a pas trop forcé. si parmi les internautes, il y a des petites histoires que j'ai oubliées, que j'ai pas trouvées sur Internet, ils peuvent sans autre écrire sur Instagram. Je mettrai une rubrique questions, et puis ils pourront sans autre rajouter s'il y a quelque chose à rajouter. Oui, s'il y a des gens qui se sont pris en photo à l'époque sur avec Max Abeglen, c'est volontiers si vous pouvez nous contacter sur nos réseaux. Parce que on a cherché des photos sur les réseaux sociaux de Max Abeglen, mais on n'en a pas trouvé beaucoup. Alors, Il a pas trop mis à jour sa page Instagram. il était pas très actif sur les réseaux sociaux, effectivement. Ni sur la couleur, d'ailleurs. Donc voilà. Messieurs, on arrive gentiment à la fin de ce 4e épisode. La semaine prochaine, Neuchâtel-Xamax se rend donc le 27 octobre à Tourbillon pour y affronter le FC Sion, à peu près un mois après les avoir reçus à la Maladière avec le résultat que l'on connaît. Vous avez comme ça en 2 mots une des attentes pour ce match? Un point, ça serait bien, on va dire. Oui, c'est ça, en espérant qu'on puisse développer un maximum de choses positives, parce que ce match face à Nyon, malgré toutes les frustrations, a le mérite d'être un match où on a eu des occasions, c'était pas tout le temps le cas. Mais maintenant, on sait très bien qu'un match très difficile nous attend, et à voir. Mais c'est vrai que si on peut obtenir quelque chose sur le plan comptable, ce serait sympa. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai 2 souhaits. Le premier, c'est qu'effectivement, on puisse peut-être ramener un point de Sion, même si ça va être très dur, parce que l'équipe défend toujours aussi bien, mais elle commence aussi à marquer beaucoup de buts, contrairement au début de championnat où dans la presse sédunoise et les supporters se plaignaient un petit peu du manque d'efficacité de l'équipe. Donc ça commence à devenir aussi une machine offensive qui tourne bien. Et puis, le deuxième souhait que j'ai, c'est que Sylvain puisse être disponible dimanche prochain pour qu'on puisse nous-mêmes et les auditeurs enfin entendre le son mélodieux de sa voix. Donc Sylvain, si tu nous écoutes, j'espère que tu pourras être présent dimanche prochain. Voilà. Alors du coup, merci Michael, merci Sam pour cet épisode 4. Merci à vous, chers auditeurs. On espère que cet épisode vous aura plu et on vous dit à dimanche prochain. Bye bye. Bye bye.